œuf maillot, le podcast Native qui vous met l'eau à la bouche. Bonjour Delphine Plisson. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, autodidacte, après une carrière dans la mode, en 2015, vous avez lancé la Maison Plisson, l'alimentation générale nouvelle génération. Et en juillet dernier, un nouvel établissement XXL de 1200 m², place du marché Saint-Honoré, un lieu unique à Paris, pile dans l'air du temps où le bio et le bon font la loi. Vous vous définissez comme le premier concept entièrement dédié au bon sens et au plaisir dans l'alimentation. Et nous avions très envie de vous rencontrer afin d'en savoir plus sur la personnalité de la créatrice de la Maison Plisson. Alors aujourd'hui, vous avez un sourcing ultra pointu de 500 producteurs et une sélection de 6000 références. Comment vous avez débuté le sourcing ? Par le début, on a commencé par aller visiter les différentes régions, en étant accompagné en général par soit un journaliste gastro, soit un chef, de façon à pouvoir rencontrer. C'était comme un road trip. On commençait par, dans chaque région, par un premier rendez-vous avec un charcutier, et puis ensuite on allait voir un confiturier, puis un glacier, alors toutes les personnes qui nous étaient recommandées, et où le bouche-à-oreille, beaucoup. Dans toutes les régions, les gens se connaissent forcément. L'idée, c'était de profiter des réseaux de tout le monde pour pouvoir rencontrer au fur et à mesure les producteurs, les éleveurs, les vignerons, toutes les personnes qui ont petit à petit constitué le sourcing de la Maison Plisson originale en 2015. Donc, ouais. Vous avez fait un carnet de voyage ? On n'a pas fait un carnet de voyage parce que les choses se sont tellement faites un jour à la fois et qu'on n'avait pas anticipé à quel point ça allait être long, prenant, passionnant, etc. Les choses se sont faites comme quand on attend un bébé, quoi, un jour à la fois. Et puis à la fin, il s'avère que la Maison Plisson est sortie de terre. Mais pendant, on était très impliqués, très passionnés. On a passé notre temps à rencontrer avant tout beaucoup de personnes passionnées. Et on se considérait comme des éponges, quoi. On apprenait au fil de l'eau, on a appris à goûter au fil de l'eau, on a appris à repérer, à apprécier les savoir-faire, à apprécier les différents métiers. Et puis petit à petit, réussir à convaincre aussi tous ces producteurs, ces éleveurs, de nous accompagner dans ce projet qui, en l'occurrence, il faut se remettre à l'époque, n'existait pas. Donc c'était particulier d'aller les voir en disant on va faire quelque chose. Il fallait avant tout expliquer, convaincre. Et puis après, c'est de l'échange, c'est de l'humain à 90%. Ça a commencé comme ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est très différent parce que la Maison Plisson existe depuis bientôt 4 ans. Il y a une deuxième Maison Plisson, donc aujourd'hui, c'est plutôt l'effet inverse. Et puis, dans les faits, le marché a énormément évolué depuis. Donc, on reçoit aujourd'hui spontanément des dizaines d'échantillons de produits qui auraient toute leur place dans la Maison Plisson. Et on est obligé maintenant de les sélectionner pour des questions de disponibilité et de besoin selon les produits. Il a duré combien de temps votre trip ? Ça s'est fait sur, techniquement parlant, pour la première, ça s'est fait sur 1 an. Et puis, mais ça continue, on continue à aller dans les régions, on continue à aller voir les producteurs, on les filme aussi, on fait des portraits qui sont diffusés sur les réseaux sociaux parce qu'on a la chance de pouvoir vraiment donner la parole aux gens qui font les produits et qui incarnent ces valeurs-là. Donc c'est pour nous très chouette de pouvoir boucler la boucle et leur donner aussi la parole. Et quelle est votre proportion d'approvisionnement circuit court ? Vous parlez d'un Tour de France, mais par rapport au... Tout est relatif. On n'est pas nécessairement branché circuit court. On essaye au maximum de travailler en locavore. Donc, on a travaillé par exemple sur les fruits et légumes. On travaille beaucoup avec Élise et Thierry Riant qui sont à 6 km de la Porte Maillot. Donc, on ne peut pas faire beaucoup plus près. On a pas mal de producteurs qui sont même dans Paris intramuros, qui font... l'un de la mozzarella, l'autre de la bière, du jambon. Il y a quand même pas mal de produits qui sont déjà fabriqués dans Paris. Autour de Paris, il y a énormément de sourcing possible. Après, le circuit court a un coût. Quand les produits viennent de plus loin, on a plus intérêt à essayer de réduire les frais de logistique en passant par des intermédiaires, plutôt que de vouloir absolument travailler en direct, ce qui impliquerait parfois des coûts logistiques qui rendraient les produits, si ce n'est inabordables, en tout cas beaucoup trop chers pour... Comme Rungis ? Bien sûr qu'on travaille avec Rungis, ouais. Mm-hmm. On a des partenaires, en l'occurrence pour des produits comme le fromage, qui sont des produits très fragiles. Et on travaille avec beaucoup de petits producteurs, mais on travaille avec des plateformes à Rungis pour les fruits et légumes aussi, pour pas mal de produits qui ont besoin, pour des questions essentiellement d'économie de logistique, bien sûr. Après, quand on peut travailler en direct, on le fait volontiers, mais on le fait quand ça correspond à du bon sens, pas uniquement... pour le faire d'un point de vue strictement politique, faire du circuit court pour faire du circuit court. Dans les faits, le plus important pour nous, c'est que le produit soit très bien fait et qu'il arrive à un prix correct jusque dans la maison du client. Donc le vrai sujet, c'est avant tout de pouvoir rendre les produits accessibles et abordables. Et par conséquent, donc, comment sélectionnez-vous vos produits aujourd'hui ? Vous avez instauré un comité de dégustation ? Oui, alors c'est un grand mot.
C'est un grand mot, mais il est assez juste dans la mesure où on s'est rendu compte très vite, au tout début du projet, que comme tout le monde, on pouvait être influencé par un packaging un peu sympa ou par le nom d'un producteur un peu connu ou référent, etc. Donc on a très vite décidé de travailler à l'aveugle. Donc dès le départ, on a décidé de faire des réunions de dégustation. On est toujours au moins 4, 5, 6. Jamais plus parce que ça devient une foire, jamais moins parce que c'est important d'avoir des avis différents et complémentaires. On n'a pas tous les mêmes goûts. L'oreille absolue existe en musique, mais le palais absolu, je ne suis pas convaincue qu'il existe. Et c'est intéressant parfois d'impliquer un enfant ou un ado qui vont avoir d'autres critères et d'autres habitudes pour que les produits effectivement correspondent à un goût qui soit commun à toutes les personnes qui sont impliquées, qui peuvent être un chef, qui peuvent être un journaliste, qui peuvent être la directrice des achats, qui peuvent être un responsable de rayon ici, chacun apportant sa pierre à l'édifice, mais toujours à l'aveugle. Et une fois que le produit plaît, selon les critères de dégustation classiques, alors on se demande entre nous combien on le paierait. Et puis si ça colle et qu'en plus le produit répond à un besoin pour compléter la gamme déjà existante, alors la responsable des achats rentre en négo pour pouvoir organiser la logistique, l'approvisionnement du produit en question. D'accord, donc en fait ça peut être des invités variés, ouais, comme ça un tourne. enfant et ça tourne. Ouais, ça tourne. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, il y a une marque qui s'appelle C'est qui le patron ? Ouais. Elle est en train de faire bouger les mentalités à propos de la rémunération des producteurs et éleveurs. Ouais. Comment vous travaillez avec vos partenaires ? Avec les producteurs. Ouais. Alors ça, pour la peine, on est en direct avec les producteurs, donc les négociations se font effectivement entre eux et nous. En règle générale, ça se fait de façon très classique. Ils nous envoient des mercuriales ou des tarifs. Nous, on leur demande éventuellement de faire un effort si on dépasse un certain volume d'achat, ce qui est la règle de toute façon dans tous les métiers. On se met d'accord sur l'organisation ensuite et on les paye de façon à ce qu'on ne les perde pas et à ce qu'eux puissent continuer à se développer et à profiter de cette visibilité et des volumes qu'on propose en distribution à Paris. Et qu'avant tout, eux, ça leur permette de pouvoir continuer à se développer et à pouvoir avoir encore plus de clients, encore plus de flux et de mettre en place de leur côté des outils de fabrication qui soient en phase avec le respect de leurs valeurs et leurs besoins de développement. Qui est de nouveau en fait un équilibre entre... C'est du bon sens, c'est-à-dire qu'en fait on n'a rien inventé du tout, hein. C'est-à-dire que ça fonctionnait comme ça avant la grande distribution, a priori les gens se nourrissaient déjà. Il n'y avait pas de grande distribution donc il n'y avait pas de centrale d'achat. Vous alliez chercher vos produits, vous négociez avec les producteurs, les éleveurs et puis quand vous vous mettez d'accord, les choses se font très naturellement. On rediscute une fois par an quand il y a des flambées de prix de matières premières et ou des problèmes logistiques et ou des problèmes saisonniers d'intempéries diverses et variées. Il peut y avoir évidemment, c'est le principe de la nature, tout un tas de raisons qui font que les prix peuvent fluctuer. Notre propos est d'assurer une certaine stabilité, donc de discuter au cas par cas avec tous nos partenaires, en l'occurrence les 500 et quelques producteurs, vignerons, éleveurs avec lesquels on collabore au quotidien. Donc finalement, vous renouez avec une tradition de valeurs et de bon sens. Ni plus ni moins. C'est vraiment la base du projet, c'était de faire comme si la grande distribution n'avait jamais existé. Voilà. Notre précédente invitée, c'était Angèle Ferremag de la Guinguette d'Angèle. Ouais. Elle nous dit qu'en tant que cuisinière et naturopathe, elle est particulièrement sensible au mouvement des femmes semencières. Que pensez-vous du réseau Semences Paysannes et des semences à l'ancienne plus particulièrement ? C'est en train vraiment de bouger en ce moment. Alors il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger, effectivement, y compris ce réseau-là. Nous, on essaie toujours de privilégier, c'est vraiment un fil rouge, mais le bon sens. Donc on travaille par exemple sur la farine, parce qu'on fait du pain, on a une boulangerie, on essaie de travailler beaucoup avec des blés de population. Donc on travaille effectivement, on essaie de s'émanciper de ce qui a été fait pendant des décennies autour de la farine en France et de remettre précisément des semences plus traditionnelles, en réalité ni plus ni moins, hein, ça n'a rien de nouveau, ça a toujours été là, paysannes, voilà, tout simplement ce qu'elles sont. Donc de la même façon que quand on travaille avec des maraîchers, on travaille en fonction des saisons, nos tomates arrivent tard parce qu'elles poussent hors serre. Les serres avec lesquelles on peut parfois, certains maraîchers travailler ne sont pas chauffées, ça fait partie des conditions, etc. Donc l'idée c'est toujours la même, c'est de travailler au plus près de la simplicité et du bon sens dans le respect de la nature, de la saison, du climat, de la vraie vie, sans considération d'impératifs commerciaux dans la mesure du possible. La nature est suffisamment riche et variée pour qu'on n'ait pas besoin de la pousser. Avec votre restaurant Parigot, vous recyclez les invendus et les légumes moches dans de bons petits plats.
un bon moyen de faire la chasse au gaspillage. Comment gérez-vous votre carte ? Est-ce que c'est plus compliqué de gérer la carte ? Et pouvez-vous chiffrer l'économie de ces bonnes pratiques aujourd'hui ? Alors effectivement, c'est d'ailleurs une des raisons d'être du restaurant en fait dans la Maison Plisson. Depuis le premier jour de la Maison Plisson, il y a un restaurant. Le propos étant d'une part de créer un lieu de vie. Un lieu de vie, ça passe aussi par un endroit où on peut s'asseoir, retrouver des amis, boire un café, déjeuner, goûter, etc. Ça passe aussi par ce principe tout simple qui est d'éviter de devoir jeter de la nourriture. Le meilleur moyen de ne pas jeter de la nourriture, c'est comme à la maison, c'est de le transformer, de le cuisiner. Vous remarquerez, vous n'avez pas besoin de regarder les reportages sur M6 dans lesquels on vous explique que les gens adorent les tomates moches. Dans la vraie vie, personne n'aime les tomates moches. Et quand vous en avez une à la maison, vous remarquerez que c'est pas celle qui est choisie en priorité par vos enfants pour croquer dedans. Elle passera mieux si elle est transformée en gazpacho ou en ratatouille. Et au fur et à mesure des saisons, on fonctionne comme ça. Mais c'est d'une simplicité absolue, c'est-à-dire que tous les soirs, le chef du restaurant va voir les différents responsables, le chef boucher, le chef charcutier, le chef fromager, le chef primeur, etc., pour savoir ce qu'il y a à passer et puis les transforme au quotidien. Alors on a une carte saisonnière qui change toutes les 2 à 3 semaines, mais tous les jours, il y a une entrée du jour, un plat du jour, un dessert du jour qui sortent de son imagination. Alors c'est assez excitant pour lui. D'abord, il a la chance aussi de travailler avec des vrais bons produits. Et puis c'est excitant parce que ça l'oblige à être créatif et à imaginer des choses. On s'implique tous d'ailleurs, ça devient un peu comme à la maison, on a des envies, des goûts. Donc on imagine des choses qui vont être vraiment créées juste à partir de la cuisine des placards, de ce qu'il faut faire passer pour pas jeter. Voilà. Ça nous permet dans la réalité des faits de ne pas jeter de nourriture. On travaille en flux tendu. Sur le frais, c'est pas si compliqué que ça, parce qu'on connaît nos ventes, on a maintenant un historique de 4 années, donc on connaît nos achats, on sait ce qu'on passe et on peut assez facilement, on a la chance entre les 2 restaurants de faire à peu près 650 à 700 repas par jour, donc c'est rare qu'il nous reste des choses en plus à jeter. Et si vraiment en fin de journée, le plat du jour n'a pas été entièrement passé au restaurant, on le passe en barquette et on le met en libre service au marché, pour que les gens puissent... Qu'est-ce que c'est le libre service au marché? C'est des plats cuisinés. C'est Too Good To Go? Non, c'est en fait, on travaille avec aucune association de déstockage d'invendus parce qu'on n'a pas d'invendus. Donc, quand le plat du jour ou les plats de la carte ne sont pas passés en fin de journée, on les met dans des barquettes et on les propose en take-away. Donc, les gens peuvent les prendre jusqu'à 21h pour les manger à la maison au prix d'un repas fait maison, mais ici avec des super bons produits. La Maison Plisson défend une certaine idée de la qualité à l'ancienne et du bon sens. Vos valeurs principales sont l'amour du partage et le respect. Quel est votre truc pour ne pas perdre pied avec 500 producteurs, 25 000 clients par mois et 120 employés au quotidien? J'ai pas plus de trucs qu'à la maison avec 5 enfants, c'est à peu près équivalent. De l'organisation, de la passion, beaucoup de travail, une équipe géniale, dans le désordre. J'ai la chance d'être entourée de personnes qui aiment au quotidien venir travailler et réaliser ce qu'ils font dans la maison. C'est un travail d'équipe, évidemment. On a la chance d'être associé à des producteurs qui sont souvent à la tête de savoir-faire et d'expertise métier très forte et dont ils sont très fiers. Ça crée un cercle assez vertueux, en fait. Donc, après, c'est de l'organisation, c'est du travail, c'est des tableaux Excel à plus savoir quoi en faire. Mais comme dans n'importe quelle boîte. Sauf que là, en plus, on s'amuse et on le fait... on le fait autour d'un produit alimentaire, donc par essence lié au plaisir et au partage, quoi. Vous avez dit avoir eu comme source d'inspiration Dean et DeLuca, qui sont implantés à New York depuis 1977. 40 ans plus tard, ils sont présents un peu partout aux USA, aux Émirats, en Asie. Est-ce que vous avez l'ambition de multiplier les maisons Plisson partout sur la planète comme eux? Si je devais avoir une ambition aujourd'hui, ça serait de ne pas devenir Dean & DeLuca. D'accord. En fait, c'est vrai que ça a été une source d'inspiration. D'abord, il s'avère que je vivais à New York, ce qui est quand même un sujet. J'étais confrontée à cette maison. C'était vrai au début des années 90, époque à laquelle je vivais à New York. C'était un lieu très inspirant parce que c'était un lieu qui avait le mérite d'être... Je vais dire ça de façon un peu cavalière, mais c'était un lieu américain, donc qui avait tendance à désacraliser le rapport à la gastronomie. Il n'y a pas aux États-Unis ce rapport à l'alimentation, à la gastronomie qu'on a en France, où ça peut être très vite très sacralisé, il faut respecter les codes, il faut respecter des choses. Bon, aux États-Unis, ils avaient inventé ce concept qui était absolument génial parce que précisément dédramatisé et en même temps très joyeux, très beau, avec
une vraie mise en avant du marketing, mais uniquement au service des produits, de l'accueil, du service, de la clientèle. Savoir accueillir des clients, savoir proposer des jolies choses, des plats faits maison, dans des jolis contenants, avec une musique sympa. C'est pas parce que c'est joli que c'est pas bien. Enfin, moi, ce qui me plaisait, c'était justement le fait qu'on puisse proposer autre chose que ce qu'on avait à l'époque en France, c'est-à-dire soit la grande distribution. Il faut quand même être un peu motivé et avoir vraiment faim. La chance qu'ils ont, c'est qu'on a vraiment faim. Soit les commerces de proximité, mais qui avaient tendance à disparaître peu à peu des rues. Et en tout cas, en termes de qualité d'accueil, de service, voire même parfois de produits, c'était pas forcément l'idéal absolu. Donc, mon propos, c'était surtout de m'inspirer de ça pour essayer d'imaginer un lieu qui soit agréable à vivre, convivial, pas un lieu particulièrement chic, élitiste, brillant dans les matériaux, dans la façon dont les gens vous accueillent. C'est un lieu comme à la maison, donc on a nos humeurs, on est nombreux. La seule chose qui nous relie, c'est l'envie de faire plaisir et de proposer des choses hyper qualitatives, mais avec beaucoup de simplicité. Nous, on est avant tout des sélectionneurs. Justement, militante du bon goût, activiste à une époque où la naturalité revient sur le devant des étals, tout l'enjeu des prochaines années sera d'allier naturalité et hédonisme rabelaisien. Quels sont vos projets d'avenir à court ou moyen terme ? Alors, j'ai pas de projet à long terme, parce que j'ai qu'une vie et j'essaie de la vivre une étape à la fois. Là, on vient d'ouvrir cette deuxième maison Plisson qui est plus grande, qui est plus centrale. Le seul propos, c'était d'une part de répondre effectivement à une demande, parce que la première est située dans le Marais, qui est un quartier qui finalement est un peu excentré. Moi, j'y vis, donc j'avais l'impression que c'était le centre du monde, mais effectivement, c'est pas forcément le cas. Par contre, on répond à une vraie demande parce qu'il y a quasiment plus de commerce de proximité autour. Donc, dans les faits, c'est valable ici aussi. Les gens viennent nous voir. En fait, paradoxalement, on pensait que c'était un quartier de bureaux et de touristes, mais il y a énormément de personnes qui vivent entre le 2e arrondissement, le 1er, et qui sont ravis de constater qu'en fait, on peut encore ouvrir une fromagerie, une boulangerie artisanale, une cave à vin, une boucherie, une charcuterie, un primeur, regrouper tout ça. C'est pas si compliqué. C'est-à-dire que le fait de proposer des produits de qualité dans un lieu de vie adapté à la réalité urbaine, c'est-à-dire on est ouvert 7 jours sur 7 jusqu'à 21h, on livre, on essaye de faire en sorte de simplifier la vie. À mon sens, le seul vrai luxe aujourd'hui, c'est ça, c'est d'avoir accès à des produits de qualité et de pouvoir profiter de tout ça sans pour autant en faire plus de tralala que ça. Donc les produits sont excellents. L'hédonisme, c'est quand même un truc assez français. On aime vivre, on aime partager, on aime cuisiner, on aime recevoir des amis, boire, refaire le monde. Nous, on propose tout ce qui est indispensable à la réussite d'une soirée comme ça. Et le prochain lieu sera où ? Il n'est pas prévu pour l'instant. Vous n'avez pas encore de projet en tête? Non, j'ai pas de projet. Non, franchement, d'abord, j'avais pas. Alors, la chance que j'ai, c'est que j'ai un comité stratégique très, très, très restreint. Donc, c'est pas comme s'il y avait 17 équipes marketing derrière qui me mettaient la pression pour me dire ça serait génial d'ouvrir là. Ça se passe jamais comme ça. On n'avait pas spécialement prévu d'ouvrir ici. On voulait en faire un deuxième. On voulait qu'il soit plus central et plus grand pour pouvoir intégrer davantage de produits, parce qu'on en reçoit vraiment beaucoup. Maintenant, les choses se sont faites un jour à la fois. Il s'avère qu'on nous a proposé ce lieu, qu'il était adapté. Le prochain, j'en ai aucune idée. Il est même pas en gestation pour l'instant. C'était un restaurant ici avant, je crois. C'était un restaurant bar de nuit, ce qui était un grand avantage pour nous. Tout le monde aime manger, mais personne n'a envie d'avoir un resto en bas de chez soi. Donc le plus compliqué de toute façon, c'est de trouver un lieu. Et puis après, ça prend du temps. Je fais encore un parallèle avec les enfants, mais quand vous venez d'avoir un bébé, le premier truc qui vous vient à l'esprit, c'est pas d'en faire un autre. Enfin, on a envie de profiter un peu, de vivre les choses, de voir comment il commence à apprendre à marcher tout seul, comment ça se met en place. Et puis, pas attendre trop longtemps, parce que c'est dur de s'y remettre. Bon, ça va. J'en ai une de 18 ans, j'en ai une de 7 mois, donc finalement, non. Est-ce que ça va un bon plan ou une adresse à nous dévoiler ? Ouais, je vais vous dire le marché Saint-Pierre. Vous voyez, aucun rapport, mais j'y passe un temps fou, j'adore. Moi, j'ai passé 20 ans dans le textile auparavant, mais c'est un lieu que j'adore. J'adore y aller. Pour moi, c'est un théâtre. Déjà, regarder les gens qui y travaillent, c'est formidable. Les gens qui viennent, toucher les tissus, imaginer tout ce que je pourrais faire avec, les embarquer, partir faire des coussins. Ouais, c'est un lieu que j'adore et que je trouve très parisien. Et en plus, qui est un lieu magnifique sur un plan architectural. Je suis assez sensible à ça. C'est un lieu que je trouve que c'est un vrai lieu de vie. J'y étais samedi dernier. C'est vrai, j'ai traîné. J'étais la semaine dernière, j'adore. J'ai pris des tissus en velours années 70 pour faire des coussins. Des gros coussins. Je suis trop contente, ouais. Donc, voilà. Alors, il semble que faire soit votre verbe préféré. Pouvez-vous nous conseiller une bonne recette à faire ?
Alors, on est fin octobre. Alors, moi, je suis un peu une tarée du pot-au-feu. Et j'ai la chance d'avoir un boucher incroyable, un chef boucher incroyable qui a 20 ans de métier et qui travaille avec une filière toute simple. On parlait du bon sens tout à l'heure. À la Maison Plisson, à la boucherie, on travaille uniquement avec des bêtes nées, élevées en plein air en France. Donc on n'achète jamais de morceaux de bêtes, on connaît strictement l'origine, on connaît l'abattoir. Enfin, on a une filière qui nous permet d'être absolument très à l'aise avec la qualité des viandes. C'est plus qu'une traçabilité, on connaît les bêtes sur pied. Du coup, une qualité de viande artisanale pour la peine de petits élevages exceptionnelle. Et là, on est quand même dans une saison où moi j'adore le principe des plats mijotés, surtout en cette saison. Donc le pot-au-feu, en réinventant les légumes. Moi j'aime bien mettre pas forcément des poireaux, des pommes de terre, des carottes, des navets. Je mets des panais, je mets du chou frisé, je mets plein de trucs dedans. Du potiron, j'adore l'idée de le réinventer, de changer les viandes. Je trouve que c'est des plats qui me touchent. Dans le pot-au-feu. Mais ouais. Ok. Le réinventer, de surprendre. De toute façon, moi, à partir du moment où ça sent le pot-au-feu à la maison, c'est que ça va être un bon week-end. Et alors, ça serait quoi? Un panais, un morceau de chou frisé? En ce moment, j'en ai fait un la semaine dernière. Il y avait du potiron, des panais, du chou frisé, parce que j'adore le chou frisé. J'aurais pu vous dire le chou farci, c'est un truc que j'adore aussi. Mais il y a beaucoup de trucs que j'adore. Et je teste des trucs. Et j'adore l'idée. Un morceau de bœuf? Ouais, toujours, ça quand même, ouais. D'accord. Mais j'adore. Je suis une viandarde, donc je fais pas du tout de prosélytisme sur le sujet. Il m'arrive de manger des plats sans viande, évidemment. Je pense à peu près comme tout le monde, mais là, comme ça, vous me demandez un plat maintenant, fin octobre, le pot-au-feu s'impose un peu. D'accord. Super. Le bouillon, vous le faites maison? Comment ça, bien sûr. Non, je fais le bouillon maison, bien sûr, et c'est le premier truc que je mange avec les os à moelle, un morceau de pain grillé. Je l'adore. Puis après, s'il m'en reste, je le mets dans des bacs à glaçons pour pouvoir l'utiliser plus tard. Ah non, j'adore. Et puis je le ressors aux gamins avec 3 pâtes vermicelles ou un petit risotto et le dedans. Bouillon, vous pouvez nous dire ce que vous mettez dedans? Des carcasses et puis plein de carcasses. Alors le bouillon du pot-au-feu que je récupère et que je consomme à la fin, du coup entre-temps les légumes ont cuit dedans, la viande aussi, donc il est un peu gras. Moi je l'écume, mais je veux dire ça fait partie. Le gras c'est la vie, donc j'adore ça. Merci. Le gras, c'est la vie. Je trouve que c'est une bonne conclusion. Ouais. Ça résume bien. En cette saison, en tout cas, oui. Et puis c'est vrai, de toute façon, le gras, c'est la vie. C'est un vecteur de goût aussi, mais dans les faits, c'est quand même... je sais pas, je me méfie toujours des gens qui n'aiment pas manger. Je trouve ça toujours un peu suspect. Il me semble qu'en cette saison, si on n'aime pas le gras, c'est pas bon signe. On va avoir du mal à passer l'hiver en suçotant des choux de Bruxelles. Effectivement. Merci Delphine. Merci à vous. Pour Merci beaucoup.